constate que les clans de Bahutu étaient beaucoup plus spécialisés dans des métiers qui concernent donc l'agriculture, le fait de préparer la nourriture au roi, et d'autres tâches qui ne sont pas nécessairement liées à la vache. Tandis que les clans Batutsi étaient spécialisés dans des tâches liées à la vache. Le type Mututsi est comment? Comment est-ce qu'on peut le décrire? Une taille lancée, un nez plus long, hein? Une figure plus mince. Donc vous allez trouver tout ça ici. Comment un type Mohutu est comment? Une taille plus économique, un physique plus costaud, un nez épaté. Monsieur Nizigama nous a fait comprendre que les Hutus ils ont tel aspect physique, les Tutsis ils ont tel aspect physique, mais là aussi, à mon avis, il faudrait nuancer, parce qu'au Burundi, nous avons connu beaucoup de mariages mixtes entre Hutus et Tutsis, de telle sorte qu'on ne peut pas affirmer sans embâche que les Tutsis ils sont grands, 2 mètres, les Hutus sont petits, etc. Ils ont telle forme de... Non, ça c'est vraiment dépassé à mon avis. Vous avez parlé du christianisme dans la libération des France, Seigneur. Et alors là, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas dans ce sens que je vais vous choquer. Le christianisme, pour moi, fait partie de quelque chose de nuisible à l'Afrique. Pourquoi? Parce que le christianisme fait partie de l'esclavagisme de l'Afrique, de la soumission. Bienvenue à tout le monde à cette deuxième conférence de l'année, de notre 9e année. Ça fait 9 ans que nous existons ici et chaque mois, on a une conférence scientifique mensuelle. Aujourd'hui, nous allons avoir notre conférence et avant de présenter le conférencier, professeur Isaac Nizigama, et le titre de sa conférence, permettez-moi de planter le décor et puis l'esprit dans lequel nous travaillons ici, dans ce qu'on appelle le Centre de recherche pluridisciplinaire sur les communautés d'Afrique noire et de diaspora, le cercle CAD. Cette année, comme toujours, nous avons chaque année un mot d'ordre comme la problématique centrale. Elle est intitulée comme suit: de la pensée à l'action réticulaire, à la recherche d'une pensée immanente, prophétique, émancipatrice. Et c'est à partir de ce thème que je vais présenter la conférence du professeur Isaac Nizigama en 4 points. Je ne vais pas anticiper sur ce qu'il dira, mais pour montrer qu'il est vraiment là où il faut être, parce que nous voulons ici, en vivant ici au Canada, avoir un espace où nous nous exprimons oralement, mais aussi par écrit, de façon scientifique, sur les questions africaines. Parce qu'aujourd'hui, nous devons avoir, et c'est mon premier point, avoir ce qu'on appelle un leadership réticulaire, réticulum, ça signifie sous forme de réseaux. Le cercle CAD fonctionne dans un principe de connexion, de synergie entre plusieurs think tanks, réseaux de centres de recherche qui pensent les questions africaines de façon transversale, Afrique et diaspora, qui articulent le global et le local. C'est mon premier point dans ce cadrage épistémologique et méthodologique, avant de présenter le conférencier. Donc nous sommes ici un centre qui croyons, qui faisons confiance aux capacités de la pensée à produire du neuf. Donc le premier point, c'est la leadership réticulaire, une épistémologie réticulaire sous forme de réseaux, synergie de think tank. Le deuxième point, je l'ai déjà effleuré, la pensée. Certains d'entre nous sont croyants, on dit qu'au commencement était la parole, mais on peut aussi dire qu'au commencement était la pensée. La parole n'est que la verbalisation de la pensée. Et je crois qu'aujourd'hui, comme j'ai dit dans notre mot d'ouverture aux gens qui lisent nos publications, nous devons parier, nous faire un pari sur la capacité démiurgique de la pensée humaine. L'homme est tangentiellement orienté vers la divinité. Si nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, le démiurge, c'est les dieux chez Platon. Hein?
dans le Timée par exemple, le Dieu qui crée toutes choses. Donc l'homme est aussi créateur. Et permettez-moi, professeur Isaac, de te dire que ici, moi-même je m'intéresse beaucoup aux questions de la post-colonie. Et dans mes prochaines recherches, je montre que parfois nous prenons pour acquis le legs colonial. C'était comme ça qu'on nous a laissé. Mais qu'est-ce que les Africains, après 60 ans, pensent comme façon de gérer le vivre ensemble politiquement, intellectuellement ou bien économiquement? Donc il y a un problème de pensée. La paresse intellectuelle veut que nous validions. Bon, il y a l'État en Afrique. Ok, il y a les États. Mais est-ce que, si on essaie un peu d'aller en amont, est-ce que c'est que la colonisation a laissé à marcher? Moi, je dis non. L'épistémologie politique de l'Europe, la greffe de l'épistémologie politique de l'Europe en Afrique, ça n'a pas marché. Après 60 ans, il y a un défi énorme pour les Africains, pour qu'ils pensent, qu'ils imaginent de façon autonome, ce que j'appelle une pensée immanente, pour se gérer sans être tout le temps dans l'extraversion. Deuxième point, donc la capacité démiurgique. C'est le moins fort, vous faites aussi un peu la théologie, certainement. Démiurge, nous sommes aussi créés à l'image de Dieu, et ce n'est pas la pensée que nous sommes en analogie avec Dieu, et nous pouvons créer. Je reproche aux chercheurs, aux politologues africains, mais aussi aux Belges, aux Français qui écrivent sur l'Afrique, juste de valider des choses qui ne marchent pas. Troisième point. Vous avez publié un ouvrage, j'ai déjà recensé l'ouvrage, il paraîtra dans le prochain numéro de notre revue scientifique Afoscopie, notre revue Afoscopie. Et dans cet ouvrage déjà, ça c'est le numéro de 2015, c'est une revue annuelle, j'ai recensé les ouvrages, c'est pourquoi Dossier Burundi, de Madame Colette Samoya, et puis aussi Madame Pascazi Minani, et puis votre ouvrage est recensé dans le numéro qui va sortir en janvier 2016. Et ceux qui sont dans notre réseau, j'ai déjà envoyé partout ce que j'ai pensé de cette recension. J'aimerais seulement dire que l'écriture en Afrique, l'ethnographie coloniale a dit toujours que les Africains sont des peuples sans écriture, sans histoire. Je ne suis pas là en train de dire c'est bon ou c'est pas bon. On ne peut pas fonctionner avec seulement l'oralité une fois qu'on a rencontré l'Occident. Ne fût-ce qu'aujourd'hui, le numérique est partout, il faut écrire. Nos langues, le Kirundi, le Kiswahili, ont été écrites par les missionnaires. Le Swahili, moi je viens du Congo, la partie du Maniema, le Swahili c'est quand même les missionnaires. Avant, il n'y avait pas l'écriture. Ah, nous venons des pharaons. Je ne dis pas que c'est un péché. Mais une fois qu'on est dans l'incarnation, dans l'histoire, on doit quand même de temps en temps passer par l'écriture. Et professeur Isaac, vous l'avez fait, et puis vous vous exposez dans l'espace public en tant qu'auteur d'une pensée, et vous êtes prêt pour la critique, pour la réception critique de votre œuvre. C'est comme ça que les autres ont fait depuis avant Jésus-Christ. Et ça, aujourd'hui, les gens, quand vous allez, j'ai un ami, je ne vais pas citer, qui était à Bujumbura, je vais finir, tout ça, il était avec son ami, et puis il a acheté un ouvrage dans une librairie, et puis le type dit, ah, ça fait 7 bières. Et même aujourd'hui, les gens peuvent se moquer de vous si vous parlez trop d'ouvrages dans certains pays, notamment au Congo, ou bien tout ça, ce monsieur, qu'est-ce qu'il nous veut? Ça fait 7 bières, un ouvrage. Je pense que je ne m'en pas, vous voyez de quoi je parle, Juvenal, n'est-ce pas? Hein? C'est ça, oui. Alors, le quatrième point, c'est l'oralité. L'oralité, dans lisant votre ouvrage, je ne vais pas anticiper sur les questions que je vous poserai. Vous avez dit que la dynastie, les Baganois, les rois, les Bami, mais aussi, il y avait quand même les gens qui jouaient le tambour ou bien qui avaient comme la dimension religieuse de la monarchie, c'était les Bahutus, hein, et qui transmettaient l'idéologie de la monarchie de droit divin. Et je voulais juste poser une question, et je finis par là mon introduction. Dans quelle mesure une façon de pratiquer la foi en Dieu peut être opium du peuple ou peut être émancipatrice? Dans quelle mesure Dieu peut être opium du peuple ou peut nous libérer? Et je ne vais pas aller loin sur cette question, c'est important aujourd'hui. Parce que quand on va en Afrique, je viens de passer quelques mois de recherche à Dakar, à Kinshasa, à Kindu, quelques mois, c'est impressionnant. Et c'est là que nos amis de Paris, les Bayards et les autres, il n'y a pas d'État. Les gens, du matin au soir, soit ils sont dans l'église en train de prier de 6 heures, de 18 heures à 6 heures du matin, et la journée ils dorment, ou bien ils sont dans les bars, c'est ce qu'on voit. Non, à Paris, on a dit qu'il y a les États en Afrique, et puis on va s'entretuer. Hein? Donc il y a un problème aussi de pensée. Hein? C'est-à-dire, si on prend l'outil sociologique et phénoménologique, c'est qu'on voit ce qui apparaît
Ce n'est pas un État. Je ne dis pas qu'ici il y a des États. Je m'arrête à l'Afrique, mais je reproche. Ah, ils ont déjà dit ça à Paris, comme ça tu n'auras pas un travail à Kinshasa, Bujumbura ou bien ailleurs, Kigali ou ailleurs. Et alors, c'est ça le problème de l'Afrique. Il y a la pensée. Et aujourd'hui, on ne peut pas penser que Dieu va venir faire le travail à notre place parce qu'on n'est pas au ciel. Il y a un problème d'historicité. Et même le statut de l'écriture, dans le Phèdre de Platon, l'écriture est faite pour les gens qui sont mortels. Dieu lui-même ne sait pas écrire, ni les créatures spirituelles, parce qu'ils n'en ont pas besoin. Ils savent. Ah, ici, un livre, c'est cette bière. Ok, professeur Isaac Nizigama, je suis content de vous accueillir dans ce centre pour votre conférence vers une réédition du drame ethnique au Burundi. Réflexion sur la situation politique burundaise actuelle à partir du livre intitulé Murundi, qui es-tu? Genèse et évolution de l'identité citoyenne déchirée au Burundi, des origines à nos jours. L'Harmattan, Paris 2015. Je reprends le titre. Vers une réédition du drame ethnique au Burundi. Réflexion sur la situation politique burundaise actuelle à partir du livre intitulé, que vous avez écrit, Murundi, qui es-tu? C'est une question que vous posez. Qui es-tu? Quelle est l'identité de Murundi aujourd'hui? Genèse et évolution de l'identité citoyenne déchirée au Burundi, des origines à nos jours. Harmattan, Paris 2015. Je présente l'auteur, je présente aussi le conférencier, professeur Isaac Nizigama, PhD en théorie sociologique des religions, Université de Montréal, et maîtrise en philosophie à l'Université de Sherbrooke. Il est un ancien grand séminariste qui abandonna la voie du sacerdoce au sein du catholicisme, d'où on s'y sent tout à l'heure sur la théologie, donc vous en connaissez des choses, à 2 ans de son ordination au Vatican, Italie. Devenu citoyen canadien dès 2004, ordonné pasteur protestant évangélique en janvier 2011, professeur Isaac Nizigama est actuellement professeur en sciences des religions et en philosophie dans les universités canadiennes. Il œuvre également dans le secteur privé comme chercheur indépendant et entrepreneur. À titre d'écrivain, Isaac Nizigama a produit plusieurs écrits, articles scientifiques et contributions à des ouvrages collectifs, surtout en sciences sociales des religions. Il s'est toutefois toujours intéressé à la recherche socio-historique. C'est vrai, ici vous la mettez en œuvre, sur l'Afrique en général et sur la région des Grands Lacs africains en particulier, à laquelle il contribue souvent par des articles de presse et dans le cadre de laquelle le livre présenté ici se situe comme l'une de ses contributions majeures. Madame, Messieurs, sous vos applaudissements, nous allons accueillir le professeur Isaac Nizigama qui va nous entretenir sur sa conférence. Bienvenue. D'abord, je tiens à remercier le professeur Benoît Awazi qui m'a invité à venir faire cette conférence aujourd'hui et le féliciter pour le travail qu'il fait comme chercheur ici. Et on voit combien ce centre est très utile au niveau de la recherche sur l'Afrique, au niveau du réseau des chercheurs africains. Moi, personnellement, je ne le connaissais pas. C'est récent que j'ai pris connaissance de ce centre. Alors, c'est un travail remarquable que vous faites. Je vous en félicite. Merci. Et la conférence que m'a été invité de prononcer porte essentiellement sur le livre, mais aussi sur la situation qui prévaut dans notre pays, le Burundi, aujourd'hui. Parce que le livre en soi traitait de la problématique de l'identité citoyenne au Burundi. Alors, cette problématique de l'identité est en train de connaître un nouveau chapitre aujourd'hui, avec la crise que le Burundi connaît, une crise qui a déjà fait des victimes. À peu près 200 personnes, selon un récent document de l'ONU, ont déjà perdu la vie
dans cette crise et à peu près 200 000 personnes se sont réfugiées à l'extérieur du Burundi. Alors c'est une crise majeure. C'est une crise majeure et le livre Burundi qui est tu que j'ai publié considère la dimension identitaire dans le problème burundais comme une identité fondamentale qu'il faut traiter avec le plus grand sérieux si on veut avancer vers une démocratie véritable dans notre pays, de même que dans la sous-région en général. Alors, je voudrais sans tarder passer à l'introduction de cette réflexion que nous allons faire ensemble, parce que de toute façon, je ne peux pas résumer ce livre ici, et c'est un livre de 300 pages, donc je vais faire une introduction qui relie avec le thème que je vais présenter, vers une réédition du drame ethnique au Burundi. Donc c'est une réflexion que je vous propose de faire ensemble autour des idées que je développe dans ce livre. Alors je vais situer d'abord le thème de cette conférence. Nous tenons cette conférence au moment où le peuple burundais vit une période cruciale dans son histoire, où les espoirs de sortir définitivement des cycles de violence et de vivre une paix stable et partagée, d'éclaircir ensemble son histoire en vue d'une réconciliation véritable et efficace visant à souder le tissu social et l'identité citoyenne déchirée, espoir qui avait été suscité par la signature et la mise en application des accords d'Arusha en août 2000, sont sérieusement minés par les événements qui se déroulent actuellement en cette année 2015, dont le nœud se trouve effectivement être le maintien au pouvoir du président Pierre Nkurunziza pour un troisième mandat par des élections dont la crédibilité a été contestée, non seulement par les politiciens de l'opposition, mais aussi par les grands observateurs nationaux et internationaux. Le thème du drame ethnique est emprunté au livre de Gaëtan Seboudandi et Pierre-Olivier Richard, intitulé « Le drame burundais, hantise du pouvoir et tentation suicidaire ». Il a été publié en 1996 aux éditions Karthala, où il est affirmé notamment que le climat de violence interethnique au Burundi, comme au Rwanda, fait perdre de vue aux protagonistes de ce drame le sens de leur patrimoine commun, le vrai fondement de leur richesse et de leur destin, dans la cohésion, la diversité et l'indispensable complémentarité des dons et des aptitudes spécifiques de chaque groupe ethnique. C'est à la page 21 de ce livre. Il ne s'agit pas de voir dans la crise actuelle au Burundi un affrontement entre les groupes ethniques. Ce serait trop simplifier le problème. Il s'agit néanmoins de montrer que la crise actuelle réveille ou fait ressurgir dangereusement le discours ethniste de type extrémiste chez les Burundais, plutôt chez les Bahutus, pro-troisième mandat, et je dirais même chez certains Batutsi qui sont contre le troisième mandat et qui, parmi eux, avaient exprimé des réticences dans le processus démocratique lui-même. Ce discours n'est pas nouveau, mais il est dans un contexte où les espoirs de son dépassement étaient réels, étaient fondés. Sous l'angle de l'identité citoyenne, le livre Burundi qui est tu, genèse et évolution de l'identité citoyenne déchirée au Burundi, des origines à nos jours, qui a été publié en 2005, c'est celui-ci, et que j'ai l'honneur de vous présenter, retrace l'historique de la déchirure du tissu social burundais, en mettant en cause ce que j'appelle l'ethnisme Tutsi hégémonique, dont l'antériorité à l'autre type d'ethnisme, que j'appelle l'ethnisme Hutu révolutionnaire, inclinerait à disculper ce dernier et à le déresponsabiliser dans le drame burundais. Or, à y regarder de plus près, l'ethnisme Hutu révolutionnaire est traversé au moins par deux courants principaux. L'un est idéaliste
et veut changer l'ordre social humain burundais par l'édification d'une société égalitaire où les Bahutus, les Batutsi et les Batwa jouiraient chacun d'une égale dignité et d'une citoyenneté partagée, notamment à travers un système de gouvernance de type démocratique, un état de droit. L'autre est de type extrémiste et se focalise non sur les idéaux et les principes démocratiques, mais sur l'identité des groupes en présence, de sorte que, quels que soient les mots des tenants du pouvoir, ces derniers seront soutenus pourvu qu'ils soient à majorité de l'ethnie Hutu. Il me semble d'ailleurs qu'on pourrait faire la même analyse pour ce qui est de l'ethnisme Tutsi. Celui que j'appelle hégémonique est de type extrémiste, car défendant une idéologie de domination sur base de traits identitaires et des mythes des origines du groupe ethnique des Batutsi. Or, il existe un ethnisme Tutsi idéaliste légitime, défendant les droits des citoyens du groupe ethnique des Batutsi, dont le droit à la vie, à la participation aux affaires de leur pays. Le livre à l'honneur aujourd'hui, celui-ci, a l'ambition de présenter de façon panoramique, il est vrai, mais assez documentée, la genèse et l'évolution de l'identité du Murundi, dont la déchirure est incarnée par l'affrontement entre les deux types de courants identitaires, c'est-à-dire l'ethnisme Tutsi hégémonique et l'ethnisme Hutu révolutionnaire. Ce livre est pertinent pour l'interprétation de la situation actuelle au Burundi, dans la mesure où l'ethnisme Hutu révolutionnaire, dont l'origine se retrace à l'orée de l'indépendance du pays, était parvenu à des résultats tangibles à travers les négociations d'Arusha et l'accord qui les couronna, ainsi qu'à sa mise en application notamment à travers les accords de cessez-le-feu des mouvements armés qui, contrairement à ce que certains affirment, ont rejoint l'accord d'Arusha et ont promis de contribuer à sa mise en application. Depuis cet accord, l'identité du Murundi était en train de positivement évoluer, se transformer. Les forces de défense et de sécurité ont été réformées sans heurts. Dans toutes les institutions du pays, Bahutu, Watutsi et Batwa, sans parler d'autres réformes telles que celles concernant les femmes et les terres, ont été contraints de travailler ensemble en vertu des quotas institués par cet accord. Le livre documente cette situation et situe cette évolution dans la conjoncture internationale actuelle où la démocratie occidentale est en train de se mondialiser. C'est pourquoi ce livre tente déjà une critique du système du CNDD-FDD, c'est-à-dire le Conseil national pour la défense de la démocratie et Force pour la défense de la démocratie, du président Pierre Nkurunziza, dont l'orientation du pouvoir et l'idéologie semble ne pas prendre en compte, dans toute son ampleur, la signification de cet accord et de l'évolution de la question burundaise dont il fut la base d'une solution durable. Il nous faut maintenant comprendre certains enjeux soulevés par ce livre, mon livre, qui sont à l'œuvre dans la crise burundaise actuelle. Premièrement, le livre Murundi qui es-tu soulève ces enjeux, trois enjeux majeurs qui sont, à mon sens, à l'œuvre dans la crise burundaise actuelle. Outre la problématique identitaire qui se situe en deçà du débat ouvert et public, quoique le discours idéologique d'autodéfense semble y faire constamment appel au discours identitaire. Au moins trois enjeux politiques majeurs décrits dans mon livre Murundi qui es-tu semblent à l'œuvre dans la crise actuelle et contribuent à l'alimenter et à bloquer l'avancement vers une solution rapide et durable de la crise. Une conception archaïque du Murundi, ça c'est le premier point. Une conception traditionnelle du pouvoir, ça c'est le deuxième point. Et une conception justement électoraliste de la démocratie.
Ces trois conceptions me semblent ignorer l'évolution de l'identité du Burundi vers un idéal moderne de la démocratie et de la citoyenneté. Alors, je vais commencer par une conception archaïque du Burundi. Le Burundi a été historiquement façonné par le système de gouvernance monarchique, dont les similitudes avec le système féodal du Moyen-Âge européen ont frappé les colonisateurs occidentaux européens. Bien que le système clanique contribue à tempérer la cassure et la stratification entre les trois groupes ethniques composant la société burundaise traditionnelle, que Melchior Mbonimpa, un autre chercheur que peut-être certains d'entre vous connaissent, a qualifié de caste, il était évident que certains étaient nés pour régner et gouverner, d'autres pour cultiver la terre, produire et se laisser diriger. Dans le Burundi traditionnel, l'identité de chacun n'était pas à discuter, à déterminer ou à transformer. La société était hiérarchique. À la tête de cette hiérarchie se trouvaient les Waganois, provenant du groupe ethnique des Batutsi. Ensuite venaient les Batutsi de lignées non dynastiques. Ensuite, divers clans Wahutu et enfin les Batwa. Et cette hiérarchie était conçue comme naturelle, coulée, pour ainsi dire, dans le béton. Dans cette société patrilinéaire, tu naissais dans un groupe ethnique, dans un clan, dans telle ou telle famille, et cela déterminait ton destin. C'est ainsi qu'à l'époque même des indépendances, on pouvait dire que les Wahutu ne peuvent pas gouverner. Namuhutu yigezatwara. Cette affirmation n'était pas encore du racisme ou de l'ethnisme extrémiste, mais une expression de la conception archaïque du Burundi. Cependant, ce que j'ai appelé l'ethnisme tutsi hégémonique s'est édifié sur ces prémices, avec des conséquences meurtrières que l'on connaît. Les massacres des années 60 et le génocide de 1972, avec l'influence de l'évolution de la même problématique au Rwanda, notamment avec la révolution sociale sanglante, promouvant, à mon sens, un ethnisme hutu révolutionnaire de type extrémiste, dont on connaît les conséquences, notamment avec le génocide de 1994. Le livre Burundi qui est tu s'attaque à cette conception identitaire et la critique et montre que la colonisation, qui est venue paradoxalement la déstructurer et en la radicalisant, pour ainsi dire, a ouvert la voie vers une conception plus humaniste de l'être humain burundais. Dans la crise actuelle au Burundi, cette conception archaïque du Burundi est sournoisement également à l'œuvre. Si les Wahutus sont devenus majoritaires dans les institutions depuis 2003, certains Burundais ayant cette conception archaïque du Burundi les gardaient à l'œil pour en quelque sorte corroborer cette conception. Ces gens-là sont majoritaires, il est vrai, mais ils ne savent pas gouverner parce qu'ils n'ont jamais été destinés à de telles nobles tâches. Dans ce sens, les erreurs et les errements du gouvernement actuel, donc Nkurunziza, peuvent être imputés à tous les Bahutus. De sorte que l'on peut penser que le salut se situe dans le retour d'un dirigeant Mututsi à la tête du pays. Or, cela me semble un raccourci théorique très critiquable. Je reviens sur cet argument un peu plus loin. Deuxièmement, une conception traditionnelle du pouvoir. Traditionnellement, le pouvoir au Burundi a été marqué par une conception monarchique multiséculaire. Le pouvoir politique était légitimé essentiellement par deux sources. La première source, c'était les mythes de type religieux. La deuxième source, c'était l'idéologie politique proprement dite, l'idéologie du pouvoir. Du point de vue religieux, le Mwami était héritier du roi mythique Kiranga, dont l'épopée se perpétuait à travers le culte de Kubandwa, duquel le souverain lui-même était soustrait. Le Mwami ne participait pas au culte de Kubandwa. Ainsi, il est dit que Kiranga
et qui est salué comme ancien roi du Burundi. Et si vous connaissez le culte de Kubandwa, on disait moi Kiranga Kirumweru Mwami au Burundi. Donc il était salué comme le roi du Burundi. Est mort, donc Kiranga est mort sur l'Érythrine, au Murinzi. Il a prononcé des paroles en mourant légitimement la dynastie de ses descendants. Ntare Rushatsi Chambarantama, premier mwami du Burundi, se serait déclaré héritier de Kiranga et aurait adopté le tambour comme symbole de son règne. Et tous les habitants du Burundi ancien, soumis par la force à son pouvoir, durent reconnaître à la personne du souverain un personnage mythique et sacré, détenteur des vertus surnaturelles sur la fécondité des humains, des bêtes et des plantes. Son intronisation était symboliquement identifiée à de la fécondation par des taureaux sacrés. Kwimikwa, Kwima. Les ritualistes royaux Abanyamabanga, à ne pas confondre avec Abagumyabanga du CNDD-FDD, étaient chargés de garder le secret et les rites royaux de nature religieuse visant justement à légitimer le pouvoir royal. La prédestination du futur Mwami était indiquée notamment par la naissance avec des semences dans sa petite main. Donc le pouvoir du roi n'était pas d'émanation humaine, mais divine, d'où il était impossible de le remettre légitimement en question. Qui plus est, l'idéologie politique du pouvoir royal favorisait une personnalisation poussée de ce dernier. Le Mwami était propriétaire du territoire et de tout ce qu'il y avait. Il avait le droit de vie ou de mort sur les citoyens. Il pouvait exproprier ou attribuer des terres de son royaume à sa guise. Toutefois, cette conception était tempérée par une autre conception, la conception paternaliste du pouvoir royal. Le Mwami était père de la nation. À ce titre, il ne pouvait pas exercer ses pouvoirs d'une façon qui entache son image de père de la nation. Les peines de mort et les expropriations devaient être justifiées par des motifs que les sujets pouvaient percevoir comme justes et conformes au bien du royaume. La crise actuelle laisse transparaître la perpétuation de ce type de conception du pouvoir, avec néanmoins un souci moins marqué pour l'image reflétée par les actions du président. Dès 2005, le président Nkurunziza a excellé dans le recours à la religion, notamment la religion protestante évangélique, pour légitimer son pouvoir. Le jour de son investiture, il déclara que c'est Dieu qui l'avait prédestiné à devenir président de la République. Une foule de courtisans religieux, chrétiens et autres gravitent autour de lui en tant que conseiller officieux ou chargé de diverses fonctions à la cour du président. Son épouse, Denise, est elle-même pasteur ordonné depuis le premier mandat du président Nkurunziza. Et le président lui-même organise des croisades chaque année, des croisades où il convie donc tous les membres de son cabinet à ces cérémonies religieuses. Or, concevoir le pouvoir politique comme émanant de Dieu, ou tout au moins légitimé par des croyances religieuses ou des miracles, c'est condamner à l'inutilité le droit, les règles politiques, qui, en démocratie, doivent plutôt départager les concurrents et les protagonistes. C'est donc pécher par anachronisme en voulant retourner à une conception du passé et dépassée du pouvoir. Qui plus est, les Barundi continuent de penser à l'institution présidentielle en termes paternalistes. Le président est père de la nation. Ainsi, le président est assimilé au Mwami traditionnel. Or, l'étendue des pouvoirs dont disposait ce dernier n'est nullement assimilable à des pouvoirs, à celle du président élu dans un contexte de pluralisme politique.
Le président peut toujours se sentir comme père de la nation, ou mieux, il doit chercher à agir comme père de la nation, mais ses pouvoirs sont nettement très limités au vu des lois et de la compétition critique qui s'engage autour de lui et de sa fonction. La barre est beaucoup plus élevée pour le président de la République dans la conjoncture actuelle que pour le roi, notamment pour des raisons suivantes. Premièrement, le système multipartite légitime un pluralisme politique. La critique idéologique des actions gouvernementales et la compétition pour l'accès et l'accession et le maintien au pouvoir est permise. Pour que le président soit au-dessus de la mêlée d'une façon qui avoisine le pouvoir du Moami traditionnel sous la monarchie, il faudrait que l'institution présidentielle soit donc détachée des partis politiques, que le président ne soit pas membre d'un parti politique. Or, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Deuxièmement, la démocratie est un système de gouvernement fondé avant tout sur le droit. Les gouvernants doivent faire voter des lois justes dans des assemblées élues et appliquées de manière juste et équitable à tous les citoyens, y compris aux dirigeants eux-mêmes, ces lois. Donc, même le président de la République est tenu de se soumettre aux lois du pays. Advenant un cas où il serait soupçonné de les transgresser, il est susceptible d'être poursuivi et puni. Dans ce contexte, la notion de père de la nation, où le président serait lui-même la loi, où le peuple s'en remettrait à son bon sens moral et à son éthique, visant à protéger son prestige et à jouer convenablement son rôle de père, ne s'applique que très mal. Or, dès 2005, le président et son entourage semblent avoir pris très au sérieux le sens paternaliste du pouvoir, par le clientélisme des emplois et la distribution des dons directement à la population. Le président Nkurunziza semblait effectivement jouer au père de la nation, sans pourtant mesurer la lourdeur de la dimension morale et éthique qui accompagnait cette notion. Ainsi, alors que Moami se préoccupait de cette dimension morale et éthique pour préserver justement le caractère rassembleur et respectueux de sa fonction, le président semble avoir négligé de défendre une justice équitable, l'honneur du respect de la parole donnée, la rigueur de la gestion saine des affaires et des finances publiques, etc. Or, puisque le système de gouvernement démocratique est régi par les lois, cela risque de conduire à une exigence de reddition des comptes dans les cours et tribunaux. Si le Moami, père de la nation, n'avait de compte à rendre qu'à lui-même, indirectement à son entourage, qui pouvait demander à ce qu'il se donne l'hydromel plutôt empoisonné, oui, le président démocratiquement investi a des comptes à rendre au peuple, qu'il le veuille ou non. Troisièmement, une conception électoraliste de la démocratie. La problématique du troisième mandat, je reviens, du président de la République, Pierre Nkurunziza, a révélé l'existence au Burundi d'une bonne partie des Burundais qui conçoivent la démocratie en termes quasi exclusivement électoralistes. Pour eux, l'organisation des élections à intervalles réguliers est le signe que la démocratie règne. Le peuple désigne ainsi ses dirigeants, de la base au sommet. Or, dans le contexte burundais, où la majorité du peuple n'est pas en mesure de contrôler efficacement l'action gouvernementale, où l'élection peut simplement s'identifier à un dénombrement de partisans, et quels que soient les moyens utilisés pour gagner leur vote, ce type d'électoralisme condamne la démocratie à être démagogique. Le livre Murundi qui étudie également cette problématique dans la dernière partie. Et montre qu'au Burundi, la démocratie ne peut être simplement électoraliste, sans courir le risque de s'ethniser, à outrance même, au point de ne plus servir à améliorer les conditions de la gouvernance politique. Les Bahutus majoritaires
pourrait ainsi se perpétuer au pouvoir par les élections sans se soucier d'appliquer les principes démocratiques liés notamment à la protection des droits de la personne humaine et à la promotion d'une citoyenneté partagée entre Bahutu, Batutsi et Batwa. Or, tôt ou tard, cette orientation politique déboucherait sur une guerre où la dimension ethnique serait tout au moins implicitement sous-entendue. Alors, pouvons-nous dire qu'on se dirige vers une réédition du drame ethnique au Burundi? Les trois conceptions brièvement décrites et détaillées dans ce livre, ici présenté, semblent fondées sur l'évolution de l'identité citoyenne du Burundi par l'application de l'accord d'Arusha, que plus d'un qualifie d'accord historique. Que ce soit la conception archaïque du Burundi, que ce soit la conception traditionnelle du pouvoir ou la conception électoraliste de la démocratie, leur remise en cause par les forces progressistes et intellectuelles de toutes les tendances ethniques semble évidente. Deux scénarios semblent alors possibles pour le dénouement de la crise actuelle. Ou bien triomphera le camp des extrémistes. C'est le scénario, le pire scénario qu'on peut donc prévoir. Que ce soit au sein de l'ethnisme hutu révolutionnaire qu'au sein de l'ethnisme tutsi hégémonique. Si c'est le camp des extrémistes qui triomphe, les trois conceptions décrites précédemment risquent de se réaffirmer pour préparer le chemin à une réédition du drame ethnique au Burundi. L'esprit et la lettre de l'accord d'Arusha seront alors remis en cause, voire détruits. Les acquis démocratiques seront remis en cause. La loi sera celle du chef et de son groupe d'appartenance. Et tout discours démocratique sera de façade, puisque les principes démocratiques ne seront pas appliqués. Ou alors, deuxième option, les extrémistes seront affaiblis et maîtrisés. Par un dialogue inclusif entre tous les protagonistes, le retour à l'esprit et à la lettre de l'accord d'Arusha permettront de sauver les acquis de la démocratie et de tenir compte des revendications légitimes des deux types d'ethnisme, c'est-à-dire l'ethnisme hutu révolutionnaire et l'ethnisme tutsi tout court, que j'appelle un ethnisme de survie. Ce scénario se dessine à travers la détermination des diverses forces de l'opposition et d'une partie des membres du parti au pouvoir qui ont choisi de combattre le troisième mandat au nom du respect de la loi et de l'accord d'Arusha. Cependant, la situation reste actuellement confuse. Malgré la pression de la communauté internationale, le pouvoir de Bujumbura semble se refuser à s'engager dans un dialogue qui exigerait son départ. Les mécanismes de la vérité et réconciliation sont bloqués. Rien ne semble avancer. Mais on peut se risquer d'espérer que cette deuxième option prendra le dessus pour promouvoir une conception citoyenne plurielle du Burundi. Alors, quand je parle d'une conception citoyenne du Burundi, comme vous allez peut-être le lire, ceux qui vont acquérir ce livre, c'est une sorte de conception qui non pas minimise les différences, mais en tient compte. Quand j'ai fait la première conférence pour présenter ce livre à l'Université Saint-Paul, il y a un participant qui m'a posé la question en disant « Mais, Monsieur Isaac, tu es en train d'insister beaucoup sur les ethnies. Pourquoi tu en parles comme ça? Est-ce que tu ne te contredis pas toi-même en parlant d'ethnie et en même temps en parlant d'une citoyenneté partagée ?» Alors, c'est peut-être une question qui est en train de se lever aussi dans vos têtes, mais
La réponse que je lui ai donnée est toujours la même. Je lui ai donné l'exemple du Canada, tout simplement. Au Canada, une multitude de groupes ethniques cohabitent et partagent une citoyenneté commune. Pourquoi pas chez nous? 3 groupes ethniques partager une citoyenneté commune, c'est quelque chose de possible. Il faut seulement s'accepter mutuellement. Reconnaître que l'autre a droit à vivre dans ce pays, a droit de réclamer ses droits. Reconnaître que l'autre est un Burundais comme moi, je suis Burundais. Que donc, nous avons une égale dignité. La diversité de trois groupes ethniques peut peut-être causer des problèmes parce qu'ils sont face à face, mais c'est les mêmes conceptions comme ici dans les pays occidentaux où on gère la diversité de façon à ce que tout le monde puisse savoir ses droits et les réclamer sans heurts. Voilà donc ce que je dis, une citoyenneté partagée, une identité du Burundi que je conçois comme plurielle. Ici, quand vous allez lire le livre, vous allez trouver un langage cru, sans faux fuyant, qui parle des ethnies, des Hutus, des Tutsis, des Twa, qui décrit physiquement comment un Mututsi, un Muhutu, un Mutwa est, généralement parlant, pour ne pas tomber dans la généralisation en disant non, il n'y a pas d'ethnie, il n'y a pas de Hutu, il n'y a pas de Tutsi, il n'y a pas de Twa. Non, j'en parle de façon crue. Le type Mututsi est comment? Comment est-ce qu'on peut le décrire? Une taille élancée, un nez plus long, une figure plus mince. Donc, vous allez trouver tout ça ici. Comment un type Muhutu est comment? Une taille plus économique, un physique plus costaud, un nez épaté, et des choses comme ça. Alors, il faut apprendre à nous regarder en face. Parce que Burundi, qui es-tu? C'est ça justement le titre. Nous regarder en face, qui es-tu? Est-ce que tu te reconnais au moins? Parce que le fait de pouvoir générer de la violence, de sauter sur l'autre, parce que justement, peut-être il a manifesté un comportement qui ne t'accepte pas, et de le tuer, ça veut dire que toi-même, tu ne t'acceptes pas. Toi-même, tu ne reconnais pas que ce que tu es est valable. Tu veux imposer à l'autre une conception différente de ce que tu es. Voilà pourquoi, à mon sens, ce livre peut vous intéresser. Je ne dis pas que je résous toutes les questions, mais je dis que je les pose au moins. Je les pose et je m'attends à ce que je suscite un débat qui soit constructif, dans le respect mutuel. N'est-ce pas? Le professeur Awazi a insisté en disant il faut se respecter mutuellement. Je ne tolère pas qu'il y ait, disons, un débordement au niveau du débat. C'est dans ce sens-là que j'affronte ces questions. Quand on écrit des choses et qu'on publie, on les assume. Il n'y a pas lieu de dire non, je n'ai pas dit ça. Je l'ai écrit, c'est publié. Si quelqu'un veut me condamner parce que j'ai écrit ça, il a des raisons suffisantes pour me condamner. Mais que ce soit une condamnation fondée, n'est-ce pas? Que ce ne soit pas une condamnation sommaire, fondée seulement sur des sentiments. Non, que ce soit une condamnation fondée sur le droit, un droit reconnaissable, que les gens peuvent dire, ce qu'il a dit, c'est vraiment une infraction. On peut le prouver. C'est comme ça qu'on va évoluer. Sinon, si on reste seulement dans le sentimentalisme et qu'on se dit, bon, celui qui n'est pas pour moi, il est mon ennemi, je dois l'éliminer, on ne va pas évoluer, on ne va nulle part. On va recommencer le cycle. Et nos amis occidentaux qui nous ont colonisés, ils sont toujours là, mais c'est une raison de plus pour continuer à nous coloniser encore. Parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas capables d'être responsables de nous-mêmes et de nous gérer de façon responsable. Voilà donc mon exposé, je l'arrête ici et j'ouvre le débat et je redonne la parole au modérateur qui va donc lui-même diriger cette discussion. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, professeur Isaac Nizigama, pour cet exposé.
nous commençons le débat, comme nous avons dit. Permettez-moi juste de retracer le cadre. Je crois que votre exposé, j'ai lu l'ouvrage, il est déjà recensé, il sort en janvier dans notre revue Afroscopie. Nous devons, nous Africains, alors je m'exprime en 3 points rapidement, nous devons, nous Africains, nous regarder en face, comme vous dites. C'est vrai. J'ai aussi recensé dans ça l'huile de Colette Samoya, de Pascal Zi et de vous. C'est pour moi qui ne suis pas burundais. J'apprends beaucoup. Hein? J'apprends beaucoup, quels que soient vos points de vue. Et mon premier point, c'est pour vous dire que quand on écrit, c'est tout à fait juste ce que vous dites. Je n'ai pas voulu trop m'étaler. Hein? Écrire, lire, c'est ontologiquement, je pèse mes mots, de parler, écouter. Et quand l'Occident arrive en Afrique, on est dans parler, écouter seulement. Il n'y a pas de traces écrites. Ça parle des missionnaires pour traduire les choses. Alors, on doit au moins relire l'histoire pour nous tenir debout dans le monde aujourd'hui. Les Africains ne peuvent pas seulement raser les murs et puis ne pas avoir un langage franc. Dans les 3 ouvrages sur le Burundi que j'ai recensés, c'est vrai, il y a un problème ethnique. Le dire, c'est... Alors, si on veut résoudre un problème, il faut d'abord le nommer. Hein, ce n'est pas en l'esquivant, en faisant le politiquement correct. 2, je vais faire des commentaires et puis vous allez juste, c'est une question, un commentaire, vous allez réagir, ce qui vous concerne. Je reprends. 2e point. Aussi bien pour l'idéologie de la monarchie, du droit divin, avec la ritualité, et puis bon, le tam-tam, les danses, et puis le roi qui naissait avec les semences. Ça fait parfois rire, certaines choses. Ouais, ça c'est correct dans une religion de l'oralité, une société orale. On a dit. Mais ici, vous voyez déjà, à l'écrivain, vous prenez une responsabilité. Je peux dire dans l'immortalité, c'est ça, l'écriture, c'est pour toujours. Et vous assumez comme auteur. Alors ma question, ça c'est mon 2e point, c'est dans quelle mesure, quand on va en Afrique aujourd'hui, la façon que nous, Africains, nous vivons la religion et la question de Dieu, dans quelle mesure ce n'est pas l'opium qui nous enfonce dans l'irresponsabilité, dans la défaite et dans l'oubli de soi comme sujet. Ou bien, dans quelle mesure la religion peut aussi être un facteur de libération, d'émancipation. Et ma question, je la ressens parce que vous avez aussi travaillé la dimension chrétienne de cette religion. Dans quelle mesure, je pèse mes mots, la confession d'un Dieu dans un régime chrétien qui est crucifié et qui est ressuscité, dans quelle mesure la crise interne de Dieu dans le christianisme induit, au moins pour les Africains, un bouleversement radical de leur façon de se concevoir devant Dieu et devant l'histoire. Dans quelle mesure une théologie africaine de la libération, aussi bien pour la monarchie, pour le roi, que pour aujourd'hui, vous parlez de la religion, dans quelle mesure une façon de parler de Dieu n'est pas une façon de l'instrumentaliser, et dans quelle mesure la foi chrétienne a vraiment des garde-fous, où Dieu nous met en crise. 3e question, et puis 3e réflexion, le caractère ambivalent de la colonisation dans votre ouvrage. Hein? Vous avez dit la colonisation, et ça, c'est vrai, c'est là qu'on voit, il y a une spécificité, Rwanda, Burundi, chaque pays. Le fait qu'il y a quand même une dichotomie, une bipolarité des 2 ethnies, et puis aussi, quand on voit même dans les autres ouvrages que j'ai recensés il y a 2 ans, de Madame Colette, et puis Pascal Zi, mais il y a quand même la description, le nez, le visage, ça c'est impressionnant, ça pourrait faire rire, mais il y a eu du sang qui a coulé. Et vous avez dit, alors je m'arrête là, vous avez dit que la colonisation belge en arrivant a d'une part entériné ces typologies phénotypiques pour dire que certains sont proches des Blancs et sont prêts à dominer, à diriger les autres. Ils sont faits pour, ontologiquement, obéir dans une posture servile. Mais en même temps, vous avez dit, cette même colonisation a créé comme une tertiaire quid, donc comme une 3e instance qui... C'est ça l'ambivalence, c'est par qui, 3e instance, entre la monarchie et le peuple, qui étaient vraiment des sujets comme dans la féodalité, la colonisation a permis une prise de conscience de l'ethnisme, même à condition d'un ethnisme autour révolutionnaire, dans une certaine prise de conscience en disant que non, l'idéologie de la monarchie et sa mythologie ne sont pas nécessairement des droits divins. Parce que la présence physique des colonisateurs chez nous, on a beau dire qu'on a des religions, c'est aussi une domination, une défaite des Africains. Mais en même temps, vous avez dit que, d'une part, les Belges, et ça c'est écrit par d'autres auteurs, ont dit, bon, certains doivent dominer, mais en même temps, curieusement, paradoxalement, ça a permis la prise de conscience des Hutus essentiellement, pour dire que non, les choses peuvent changer.